Les titres de ce 19h30, le chef de l'État récupère le portefeuille de ministre de la Défense et nomme ministre de la Défense délégué. Un nouveau ministre de la Sécurité est aussi nommé. Le remaniement ministériel est tombé cet après-midi, sans doute. Le début des mesures promises par le chef de l'État pour faire bouger les lignes sur les questions sécuritaires. Nous recevons Lionel Bilgo, notre analyste politique, pour décrypter ce remaniement ministériel. Larmes et rires, tristesse et joie, le contraste des émotions, toujours à la même date, celle de la proclamation des résultats des examens scolaires. Le premier tour du BEPC a livré son verdict ce 30 juin. Nous nous sommes rendus dans des centres d'examen à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Toutes les images et les réactions dans ce journal. Et puis, longtemps attendu comme préalable au lancement des travaux de mise aux normes du stade du 4 août, les commerçants installés autour de l'enceinte ont commencé à quitter les lieux depuis le 28 juin. Une opération qui ne se fait pas sans grincement de dents. Vous entendrez les concernés. Bonsoir et bienvenue. Nous recevrons un deuxième invité dans ce journal, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, qui viendra nous parler des premières journées parlementaires de redevabilité de l'Assemblée nationale. Mais avant, le chef de l'État l'avait annoncé dans son allocution du 27 juin dernier. Des mesures pour faire bouger les lignes dans la gestion de la crise sécuritaire. Eh bien, les premières décisions sont en train de tomber. Remaniement ministériel, le ministre de la Défense et celui de la Sécurité sont remplacés. Chérif Sy et Ousseynou Compaoré sortent donc du gouvernement. Roch-Marc Christian Kaboré devient ministre de la Défense. Pour une seconde fois, il nomme un ministre délégué en la personne du colonel-major Barthélemy Aimé Semporé. Et le désormais ex-ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Maxime Koné, lui devient ministre de la Sécurité. Le décret du remaniement a été lu par le secrétaire général du gouvernement en fin de soirée. On l'écoute. Vu le décret numéro 2021-0001, presse du 5 janvier 2021, portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1. Le président du FASO assume le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ministre délégué auprès du président du FASO, chargé de la Défense nationale et des anciens combattants, colonel-major Aimé Barthélemy Semporé. Ministre de la Sécurité, Monsieur Maxime Koné. Eh bien, que savons-nous du ministre délégué à la Défense, le colonel-major Aimé Barthélemy Semporé, et qui est le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné? Élément de réponse dans ce reportage de Abdoulazak Traoré. Un remaniement du gouvernement. Il était très attendu depuis le carnage de Solhan. Eh bien, il est là. Le remaniement n'est pas profond, mais les deux secteurs clés sont touchés. Chérif Sy de la Défense est débarqué. Et c'est le chef de l'État himself qui prend les commandes du ministère au cœur des critiques. Il sera appuyé par un ministre délégué à la Défense à la personne du colonel-major Aimé Barthélemy Semporé. Cet officier des forces armées nommé le 5 février 2020 à la tête du Centre national d'études stratégiques. Un centre qui a pour vocation de réfléchir et proposer des solutions par une approche holistique sur les défis du moment liés à la défense et à la sécurité. Le nouveau ministre délégué à la Défense a également fait ses armes à Washington, aux États-Unis, dans l'ambassade du Burkina Faso, en tant qu'attaché de défense. Le colonel Semporé fait également partie des experts en charge d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Deuxième ministre remercié du gouvernement, c'est Ousseynou Compaoré de la Sécurité. Il cède sa place à son collègue du ministère délégué chargé de l'intégration, Maxime Koné. Avant d'être à ce dernier poste ministériel, Maxime Lomboza Koné était député et a été président de la commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains KJDH de 2017 à 2020. Ce juriste de formation a publié en 2020 un ouvrage sur la sécurité intitulé Chronique sécuritaire 2019 au Burkina Faso. Il y analyse la situation et propose des pistes de solutions qui seront certainement d'un appui considérable. Son poste de ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères sera dorénavant occupé par Clarisse Mirendol Woba, ancienne directrice de cabinet de l'ancienne ministre des Finances Rosine Adizatou Koulibaly.
Et c'est le moment de retrouver notre invité de ce soir, Lionel Bilgo, analyste politique. Lionel Bilgo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est l'actualité toute chaude. D'abord, quelles sont les premières analyses que vous pouvez faire de ce remaniement ministériel? Écoutez, on a vu que le chef de l'État a pris la mesure de la situation. On voit qu'il prend une double responsabilité. La première responsabilité, c'est de montrer aux Burkinabés qu'il a entendu les cris de peine, de douleur. Il a entendu les injonctions, voire même les invocations de certaines populations. Il a compris que la situation était dramatique. Il a voulu montrer par ce geste-là qu'il a pris en compte la mesure de la situation actuelle. Deuxième responsabilité, c'est qu'il porte lui-même maintenant la tunique du ministre de la Défense. Il le porte vu le drame qu'il y a, vu l'urgence de la situation, puisque c'est la question du moment, la sécurité, notre sécurité, et le président agit en ce sens-là, en faisant un remaniement chirurgical, j'allais dire, en tapant sur les points faibles du gouvernement actuel, notamment la sécurité et la défense. Tapant sur les points faibles, vous le dites bien, on avait entendu de nombreuses personnes politiques, de la société civile, des spécialistes réclamer que des têtes soient coupées, la guillotine est tombée, des têtes sont tombées, notamment celle du ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité. Bon, on remarque que le chef de l'État redevient ministre de la Défense pour une seconde fois. Est-ce que pour ceux qui s'attendaient à un grand changement, ce n'est pas du réchauffé, en fin de compte? Non, moi je pense que c'est la mesure de la situation actuelle. Je pense qu'il a été meurtri lui-même, au plus profond de lui-même, en voyant cette ferveur nationale et populaire des populations qui réclament en tout cas que des changements soient effectués. Et en portant la tunique de ministre de la Défense, il assume la pleine responsabilité de cette fonction-là, de cette grande fonction. Et surtout, il montre qu'il prend à bras le corps l'urgence actuelle. Je pense qu'en prenant également cette tunique, il se rapproche des hommes de tenue pour montrer à quel point il va maintenant être regardant sur l'organisation, la structuration même de notre armée pour mener à bout le combat contre le terrorisme. Je crois que c'est une marque de responsabilité, de mon point de vue en tout cas, qu'il ait agi de la sorte avant la marche du 3 ou du 4, mais surtout qu'il ait accepté, changé, faire ce changement-là qui, pour les Burkinabés en tout cas, était très attendu. Alors, vous le dites si bien, mais j'insiste sur la question. On se souvient que Roch-Marc Christian Kaboré était déjà ministre de la Défense. Il avait occupé ce portefeuille au tout début de son quinquennat. Les résultats n'avaient pas été assez probants. On avait estimé qu'en temps de crise, il était normal de plutôt nommer un ministre de la Défense plein. Alors, on revient à ce qui avait été fait au début. Est-ce que ça donne le signe d'un véritable changement? Pourquoi ne pas nommer un ministre de la Défense plein? Est-ce que le chef de l'État émet des doutes sur les hommes qu'il doit choisir? Moi, je crois d'abord qu'on est en face d'une situation inédite. Premièrement, c'est que notre armée est une armée d'abord tricéphale, on va dire, de 3 têtes. Il y a un corporatisme en fait autour des hommes, et donc c'est une armée qui est très divisée. Ensuite, c'est une armée que l'on est en train de reconstituer, de reconstruire, de réorganiser. Donc il est très difficile, en fait, en réalité, de trouver l'homme qui fera l'unanimité. On sait très bien la désapprobation qu'il y avait vis-à-vis du ministre de la Défense, Chérif Sy, en ce moment, puisque tous les hommes ne répondaient pas ou ne se reconnaissaient pas en lui. Donc il est très difficile de trouver un homme qui fasse l'unanimité. En acceptant de porter la tunique, il se dit, en tant que chef suprême des armées, qu'il pourra justement mieux répondre aux besoins des hommes. Mais attention, il y a eu un grand changement. Pour la première fois, il accepte de nommer un militaire, de faire entrer un militaire plein, pas à la retraite, un homme de tenue, qui est toujours en fonction, de porter justement ce poste stratégique qu'est le ministre délégué pour mieux l'aiguiller, mieux l'accompagner, afin de prendre les bonnes décisions. Je pense que c'est un changement qui n'est pas mineur, de mon point de vue en tout cas, et qui montre à quel point, en tout cas, le président a pris à bras le corps cette situation-là. Cela demande peut-être la capacité du gouvernement de se réinventer et de revenir sur ses promesses. Il avait promis de ne pas nommer un militaire dans son gouvernement. On remarque qu'il revient sur sa décision. Peut-être c'est sa capacité aussi de s'adapter à la nouvelle donne en acceptant maintenant de faire revenir un militaire dans le gouvernement. Mais cela dit, est-ce que ces nominations-là sont capables de faire ramener la sécurité du jour au lendemain? Est-ce que parce qu'on a nommé de nouveaux ministres de la Défense, de nouveaux ministres de la Sécurité, à partir de demain, c'est fini, il n'y a plus de terrorisme, tout est bien, la sécurité revient dans toutes les zones rouges? Non, moi je pense que ça permet en tout cas de redonner une psychologie positive à l'ensemble des hommes sur le terrain.
de calmer les ardeurs ou les conflits qui existaient au sein de la Grande Muette, de surtout redonner espoir à l'ensemble des militaires, des forces de l'ordre, comme quoi on peut ensemble encore rediscuter et trouver la meilleure manière de nous organiser. Mais il est difficile de demander au chef de l'État de garantir qu'il n'y aurait pas de soldats qui vont tomber ou de morts dans cette guerre. Parce qu'il faut le dire, nous sommes en guerre. Et comme dans toute guerre, il y a des vies humaines, malheureusement, qui vont en pâtir. Donc du coup, je pense que ce remaniement va revigorer les troupes, va redonner confiance à l'ensemble de l'armée et va permettre justement de mieux adapter une nouvelle organisation qui nous permette de vaincre cette crise terroriste-là. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les heures à venir? Est-ce qu'au niveau aussi du commandement militaire, des têtes vont tomber, il va y avoir du changement? Moi, je suis certain que la feuille de route, justement, du ministre délégué, mais aussi la feuille de route que le président lui-même se donne comme ministre de la Défense, c'est de réorganiser justement la grande armée, c'est de redéployer les forces là où il le faut. Et je crois que la redisposition de la ressource humaine va se faire au fur et à mesure, en tout cas, que ce nouveau gouvernement va s'installer et qu'on va entrer en phase opérationnelle. Dernière question, est-ce que vous croyez que ces dernières nominations vont entraîner un changement au niveau de l'opposition politique qui entend faire des marches les 3 et 4 juillet prochains? On remarque que dans les réclamations du chef de file de l'opposition politique, on demandait justement que le ministre de la Défense soit remplacé. Maintenant que c'est fait, est-ce que le CIFOP va renoncer à ces marches, comme l'avait demandé le chef de l'État pour l'unité sacrée? Moi, je pense que l'avion de la marche de l'opposition a déjà fait son roulage, a déjà pris son envol et qu'il serait difficile pour l'opposition, en tout cas, de refaire marche arrière. Maintenant, peut-être qu'il va falloir réadapter le mot d'ordre de cette marche pour que ce soit une marche, justement, pour montrer notre solidarité, pour montrer notre solidarité vis-à-vis de l'armée, montrer notre solidarité vis-à-vis des familles des victimes. Et donc, au lieu que ce soit une marche, en tout cas, d'opposition, que ce soit une marche d'adhésion à la lutte que nous devons faire ensemble, en tout cas, contre le terrorisme. Merci, Lionel Billougou, d'être venu sur ce plateau. Merci pour vos analyses toujours pointues. La suite de ce journal à présent, les résultats des examens scolaires et leur lot d'émotions contrastées, ceux du BEPC sont tombés ce mercredi. Les candidats, comme d'habitude, ont connu des fortunes diverses. Les admis et leur joie débordante, la tristesse pour ceux qui ont échoué. Et puis, il y a le doute pour les candidats reversés au second tour. Et le rôle des parents dans toutes ces scènes, afficher sa fierté ou apporter le réconfort et la consolation. Ambiance au lycée Philippe Semda Kaboré, le récit d'Arsène Konditamde avec les images de nos confrères de Omega Télévision. Sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier tour les candidats dont les noms suivent. Voici venu le moment tant attendu, l'aboutissement de 9 mois de travail acharné à la recherche du BEPC, le Saint Graal qui marque la fin du collège et le début du lycée. 1, 235, 685, Sankara, Wenkouni, Ariane, Ludivine. Je suis content, je suis vraiment content. C'est pas facile, mais on l'a fait. Très contente, elle a admise, elle est contente aussi. On est passé par toutes les émotions au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou ce 30 juin. Ils étaient des centaines à faire le déplacement. À cette foire à émotion, il y a eu des heureux, mais aussi des malheureux. Ceux pour qui l'examen n'a pas marché et qui ont besoin d'être réconfortés. Au jury 4 du lycée Nelson Mandela, on peut dire que la moisson a été bonne selon le président. 376 candidats, 110 admis et 134 candidats au second tour. Les garçons sont 36 admis, les filles c'est 74 et c'est le total qui nous donne 110. Donc ici on voit quand même qu'il y a relativement plus de filles, sinon plus de la moitié, c'est des candidates qui sont admises. Bon, donc c'est à encourager, c'est des chiffres, ça ne ment pas. Quand on a 110 sur 376, c'est autour donc un tiers. Je dis que c'est bon. Nous avons 134 qui vont au second tour. Pour les candidats retenus pour le second tour, ils composent ce samedi pour tenter cette fois de renverser la vapeur. Pour les non-admis, la prochaine année académique commence dès aujourd'hui. Et
étreinte, soulagement, effondrement et déception, les mêmes scènes émotionnelles se sont déroulées au lycée mixte Dakar-Ville à Bobo-Dioulasso à l'annonce des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle. Reportage Kader Kondé, Majid Bakwa. Lycée mixte Dakar-Ville de Bobo-Dioulasso, il est 9h. Candidats et proches regroupés devant ce centre d'examen attendent impatiemment le top départ de la proclamation des résultats de la session 2021 du BPC, le brevet d'études du premier cycle. Le stress se lit sur les visages. L'attente prend fin peu avant 12h. Enfin, l'heure de la délivrance. Candidats approchés. Dans la cour, au fur et à mesure que les résultats tombent, l'ambiance monte. Se congratulant, les uns s'abandonnent dans les bras des autres pour célébrer leur premier diplôme du secondaire, qui leur ouvre les portes du second cycle. Vraiment, je suis trop content. C'est ma deuxième fois comme ça cette année. Cette année, j'ai trouvé au premier tour. En tout cas, c'était beau en tout cas. Je suis vraiment contente. C'est ma première fois. C'est le bosser très dur. Même quand il est soir, là, on continue de bosser. Tous les cœurs ne sont pas à la joie. D'autres ont la tristesse dans le regard. Sur 445 candidats inscrits, dont 7 absents, le jury 36 enregistre 89 amis dès le premier tour, soit un taux de succès de 20%. Pour Nema Mulogo, le faible taux de réussite s'explique par le niveau médiocre en français des candidats. Les épreuves sont à la portée des élèves. Mais le reste, que les élèves aujourd'hui ne s'intéressent plus trop à l'école. Autrement dit, les épreuves, vous les avez vues, c'était vraiment à la portée de tout le monde. Mais c'est une question de français. Il faut que les élèves apprennent d'abord à comprendre le français pour comprendre ce qui est demandé dans les compositions. Les candidats recalés ont la possibilité de faire des réclamations, et ce avant la fin de la session, selon le président du jury. La composition du second tour est prévue pour le samedi 3 juillet 2021. Dans un tout autre registre, nous parlons du projet PRIAN PDI. C'est le projet de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles des personnes déplacées internes dans les régions fortement touchées par l'insécurité. Eh bien, c'est un projet qui va concerner 5 régions et 80 communes. Il va coûter 88 milliards, plutôt 8 milliards, je précise 8 milliards de francs CFA. La première phase du projet a été lancée dans la commune de Boussouma. Alexis Belem-Naba. Le PRIAN PDI, le projet de prévention et de gestion de crises alimentaires et nutritionnelles des personnes déplacées internes dans les régions fortement touchées par l'insécurité au Burkina, est en marche. Le ministère en charge de l'agriculture vient de lancer la première phase en dotant les déplacés internes et les ménages hôtes de Nessamtenga, de la commune de Boussouma dans le centre-nord, de semences améliorées et d'engrais minéraux. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires, en cette saison humide, de produire des céréales afin de réduire la dépendance à l'assistance alimentaire. L'objectif réel, c'est de rendre, donc, comme le nom du projet l'a intitulé, rendre plus résilient la population donc, qui s'est déplacée, en leur apportant ce que vous voyez comme intrants et semences, pour qu'ils puissent produire et devenir eux-mêmes autosuffisants, pour ne plus être donc en train d'attendre l'assistance alimentaire, l'aide d'urgence. La reconstitution de leur cheptel est aussi envisagée. Le coût du projet est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA et s'exécutera sur une période de 4 ans. Il se mène avec le concours de tous les acteurs des différentes structures étatiques au niveau déconcentré. Les actions à mener, c'est surtout d'arriver à ce nexus aide humanitaire, aide au développement, afin de résorber la dépendance des personnes déplacées internes donc à l'assistanat à l'urgence. Il s'agit ici donc de reconstituer leurs moyens d'existence à travers donc les capitaux productifs. L'une des difficultés majeures rencontrées par les bénéficiaires, c'est l'insuffisance de terres cultivables. Néanmoins, ils se réjouissent de ce don. Ce don nous permettra de rentabiliser plus avec ce que nous possédons. Là où nous étions en cultivé, il faut savoir que les dons ne peuvent pas nous suffire. On croyait vivre le pire,
Mais ce n'est pas le cas. On rend donc grâce à Dieu. 21 provinces et 80 communes de 5 régions bénéficient de 20 tonnes de semences améliorées et de 24 tonnes d'engrais minéraux. Il s'agit des régions du centre-nord, du Sahel, du nord, de l'est et de la boucle du Mouhoun. Elle fait partie des premières décisions prises par les responsables du football burkinabé pour redorer le blason du stade du 4 août et faire lever la sanction de suspension de l'enceinte par les instances du football international. Le déguerpissement des commerces installés autour du stade du 4 août a débuté depuis 3 jours, mais l'opération ne fait pas que des heureux. Madi Zongo et Abdoulazar Traoré ont rencontré quelques commerçants sur place. Reportage. Comme un grand événement sportif, le déguerpissement des commerçants installés aux abords du stade du 4 août était attendu. La bonbonne de Gunguin suspendue par les instances fêtières du football doit être remise aux normes avant de pouvoir abriter les matchs internationaux. Depuis le 28 juin, cela est effectif. Sur les lieux, chacun s'affaire pour emporter ce qui peut l'être. Même attendu, l'opération ne se fait pas sans grincement de dents. Moi, je suis au stade depuis 1980. J'étais ambulante. Après, ils m'ont donné le guichet. Et en 1984, c'est Thomas Sankara qui m'a donné du porte 1 à porte 5. Parce que je l'ai aidé à battre beaucoup de choses. Et je l'ai aidé à ouvrir le stade en 1984. Et j'ai investi beaucoup dans le stade. Le stade, on ne pouvait pas régler. J'ai 11 employés. Plus un garde. On a construit le stade avec eux. Pas construit le stade, le grand stade, mais l'environnement. Et sinon, avant, quand on était venu, c'était que de n'importe quoi. Et nous sommes venus arranger le stade pour qu'il n'y ait pas de délinquance. Pour certains, l'avenir semble bouché. Minimum 3 mois qu'on devrait nous donner. On nous a donné rien que 20 jours pour décoiffer. Nous, on paye les terrains vides. Ils n'ont pas construit pour nous. Normalement, ils devraient au même nous dédommager. Encore la manière de nous enlever, vraiment, ce n'était pas du tout ça. Pour décoiffer mon coin, je suis à 2 200 000. Moi-même, je suis à bout, même quoi. Qu'ils nous ont promis de donner la place à qui tiennent leurs promesses. Moi, je ne sais même pas où aller avec mes affaires. J'ai déposé ça dans un espace vide. Aujourd'hui, tout le monde est parti. Qu'est-ce que les enfants qui viennent travailler ici pour éviter la délinquance qui se passe aujourd'hui au Burkina, regardez ces enfants-là, ils vont devenir quoi? Au moins avec ici, ils se débrouillent pour ne pas aller faire la délinquance. On est en train de faire partir, mais nous ne savons pas où on va partir d'abord. On peut agir, poser nos affaires à quelque part, mais nous ne savons pas comment nous on va faire. Mais tous reconnaissent que la mise aux normes du stade du 4 août va contribuer à redorer le blason du Burkina Faso. Il est important avec nous, si le stade de 4 août là, c'est un grand quelque chose du Burkina Faso. Si le stade de 4 août n'est pas bon, ce n'est pas un arrangement de Burkina même. Donc, les nouvelles sont tombées, c'est vrai. Il nous promet que si c'est fini, on va construire une nouvelle boutique pour nous. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il est important avec nous. Si le stade là aux normes, c'est un bon même de Burkina Faso. Les chefs là peuvent arranger le coin là aussi. Nous sommes contents avec leur manière qu'on veut faire là. Parce que comme les salles aussi sont des ordres, ça ne plaît pas aussi. Parce que nous suspendons que le match même ne peut pas jouer sur le stade. Tout ça, c'est mauvaise nouvelle dans notre pays là. Le ministère des Sports et l'Office de gestion des infrastructures sportives n'ont pas souhaité réagir et promettent de communiquer ultérieurement. Et place maintenant au deuxième invité de ce journal, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, député ADFRDA, président du groupe parlementaire PJRN et surtout, pour ce soir, membre du comité d'organisation des premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale. C'est cela? Exactement. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être venu. Le thème de ces journées de redevabilité, c'est culture de redevabilité, un impératif pour un parlement de proximité, c'est ça? Exactement. Alors, quel est l'intérêt d'une telle activité? L'intérêt d'une telle activité, c'est de permettre donc aux élus d'être en communication avec leur mandat et surtout de pouvoir donc leur rendre compte de ce qui est fait au niveau du Parlement. Nous avons, l'Assemblée nationale a été renouvelée, la 8e législature a commencé son travail.
beaucoup de choses ont été faites en peu de temps, mais nous devons être plus proches donc, de nos mandats. Et cette redevabilité, nous voulons qu'elle soit faite par tous les députés. Donc c'est la première fois que les 127 députés se rendent donc, dans une ville pour pouvoir faire ce travail de redevabilité à l'endroit donc, des populations. Donc, à quoi vont consister ces journées alors concrètement? Qu'est-ce qui va se passer à Bobo-Dioulasso puisque ces journées se déroulent à Bobo-Dioulasso? Oui, concrètement, il y aura plusieurs actes qui vont être posés au cours de ces journées. Vous savez que c'est le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, qui a voulu, donc c'est sous son impulsion que nous organisons ces journées, qui impliquent tous les députés donc, de l'Assemblée nationale. Et le premier acte, ce sera donc demain, la cérémonie d'ouverture à partir de 10h, qui sera retransmise en direct à la télévision. Et après les discours de lancement de ces journées de redevabilité, on va aborder plusieurs communications. La première communication va porter sur le rôle du député. Donc nous allons nous entretenir avec la population sur les activités, le rôle du député, et il y aura une séance de questions-débats ouverte et ce sera retransmis en direct à la télévision. Après cela, nous aurons donc un deuxième thème qui va porter sur le bilan des activités donc, parlementaires, où nous allons revenir donc, sur tout ce qui est fait par le Parlement burkinabé. Il y a ensuite une communication qui va porter sur la relance économique du Grand Ouest. À côté de ce travail intellectuel, de ce travail de redevabilité qui est fait, il y aura aussi des dédicaces qui seront faites. Il y a des dédicaces d'ouvrages qui seront faits par le président de l'Assemblée nationale à l'université Nazi Boni. Il y aura également des dons de médicaments au niveau du centre Sanoussourou. Et il y aura des activités également aussi sur le terrain où nous allons aller à Samandéni pour voir ce qui est fait avec, à partir de Samandéni. Et il y aura un cross populaire qui va permettre aux députés de communier avec la population donc, de Bobo-Dioulasso. Vous l'avez dit, tous les 127 députés vont se déplacer à Bobo-Dioulasso. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela va coûter? Nous avons une idée de ce que cela va coûter, mais vous savez, ce qui est important dans ce cas de figure, c'est surtout la proximité avec les mandats. Et l'idée, c'est une activité nationale. Elle va se dérouler une fois, par exemple, dans l'année, pour cette activité. Donc, il s'agira d'amener tous les députés à aller le faire ensemble. Mais après, ça ne s'arrête pas à cette activité. Il y aura des activités régionales, des activités provinciales, parce que chaque député devrait aller dans sa province, dans sa région. Ils le font déjà, ce travail de redevabilité. Mais on a voulu que l'institution s'affirme davantage en montrant qu'il y a le député élu, mais il y a l'institution Assemblée nationale. Et c'est comme ça qu'on va inscrire dans le marbre donc, nos institutions. Alors, s'il va y avoir des réunions éclatées dans les provinces, pourquoi ne pas faire le lancement à Ouagadougou et déplacer tous les députés pendant 3 jours à Bobo-Dioulasso avec les frais d'hôtel et toutes ces dépenses? Pourquoi ne pas le faire à Ouagadougou et minimiser les dépenses, par exemple? Le faire à Ouagadougou, l'Assemblée nationale siège à Ouagadougou et nous sommes toujours à Ouagadougou. Et nous avons voulu montrer que le Burkina Faso, les députés représentent l'ensemble des Burkinabés. Alors, nous aurions voulu, justement à Ouagadougou, nous tenons tout le temps des sessions à Ouagadougou. On voulait même avoir une session délocalisée à Bobo-Dioulasso, mais du point de vue constitutionnel, le siège du Parlement est à Ouagadougou, mais nous pouvons organiser ces activités de redevabilité. Et du point de vue des députés, c'est important d'aller vers nos mandats pour leur permettre de comprendre davantage le rôle du député, l'action du député, parce que ce qui est fait par les députés se justifie parce qu'ils posent des actes qui vont dans le sens du développement de notre patrie et de notre pays. Alors, vous avez tout de suite déployé les activités que vous allez mener dans le cadre de ces journées de redevabilité, mais nulle part on a entendu parler de sécurité. Vous, les députés, qui représentez le peuple, et vous savez qu'aujourd'hui, la première préoccupation des populations, c'est la sécurité. Et vous faites des journées de redevabilité, il n'y a aucun mot de sécurité dans ce que vous déployez. C'est quand même assez curieux. Ce n'est pas curieux, c'est que vous n'avez pas posé la question. Je vous ai donné les grandes lignes. Mais on vous a parlé du bilan des activités parlementaires. Et dans ce bilan, et dans la communication qui sera faite sur le rôle de l'élu, il y a tout ce qui a été fait dans le domaine donc,
de la lutte pour la sécurité au Burkina Faso. Et il y a un certain nombre de lois qui ont été votées. Parce qu'en fait, la sécurité au Burkina Faso, il y a l'action sur le terrain, mais il y a un besoin d'encadrement juridique. Et ce travail d'encadrement juridique, il est fait par qui? C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois, qui détermine le cadre juridique dans lequel les opérations se font. Et qui doit aussi contrôler l'action gouvernementale. Est-ce que vous le faites justement dans le cadre de la sécurité? Naturellement. Moi, je suis d'ailleurs membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale et nous avons cette latitude de pouvoir entendre tous ceux qui sont du domaine de la sécurité sur les questions de sécurité. Et tout récemment, nous avons adopté donc la loi sur la prorogation de l'état d'urgence et ça a donné l'occasion à tous les députés de discuter de cette question, d'interpeller le gouvernement et de demander à ce qu'il y ait une étude d'impact socio-économique sur les conséquences socio-économiques et sécuritaires de la mise en œuvre donc, de l'état d'urgence, des couvre-feux, de problèmes des deux roues qui ne peuvent pas circuler dans certaines parties de notre territoire. Et il a été décidé donc de tenir une session où on va convoquer les ministres en charge de la défense et de la sécurité pour nous faire un bilan exhaustif de ces questions-là. Alors, nous sommes en train de terminer. C'est vrai, vous convoquez les ministres, vous leur posez des questions. Parfois, certains ministres refusent de répondre à vos questions. Et parfois, on donne des réponses qui sont parfois approximatives. Sur le terrain, les populations souffrent. Nous sommes journalistes. On les entend très souvent. On les entend dire qu'ils sont abandonnés à leur triste sort parfois, alors qu'il y a des députés qui sont là pour défendre leurs intérêts. Peut-être qu'on ne vous entend pas assez. On va revenir sur les députés, je ne peux pas laisser cela passer parce qu'en fait, les députés font ce travail de défense de l'intérêt des populations. Et les députés ont toujours tiré sur la sonnette d'alarme. Et justement, ces journées de redevabilité, c'est l'occasion d'aller porter ce travail qui est fait auprès des populations. Et nous commençons par Bobo Dioulasso, mais après, nous allons aller dans toutes les zones. C'est la population de Solhan. Il avait été, par exemple, sur Solhan. Il avait été dit, le président de l'Assemblée l'a dit clairement, il a voulu se rendre immédiatement à Solhan après les événements, mais on a estimé qu'il fallait patienter et il n'est pas exclu donc que le président de l'Assemblée, dès que les conditions le permettraient, y aille et même qu'une mission d'information puisse se faire. Donc alors, les députés sont à l'écoute et travaillent sur cette question de sécurité. Deux dernières questions. Vous allez tout de suite, pour terminer, vous prononcer sur le remaniement ministériel qui vient d'avoir avec le changement du ministre de la Défense et celui du ministre de la Sécurité. Mais sur la question de Solhan, je ne parle pas de la visite du président de l'Assemblée nationale sur les lieux. Si une maman, un papa de Solhan devait vous poser la question à vous, députés, en vous demandant comment se fait-il que pendant 4 heures de temps, on s'est fait massacrer alors qu'à 15 km seulement de là, il y avait des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce que vous, en tant que député, vous leur répondrez, vous qui les représentez? On leur répondra qu'on a posé la question au gouvernement et que c'est le travail du gouvernement de faire en sorte que cela soit fait et que c'est notre travail de faire ce contrôle de l'action gouvernementale. Et qu'est-ce que le gouvernement vous a répondu? Et que nous sommes préoccupés par cette situation et que chaque fois nous avons interpellé le gouvernement et que nous allons consacrer une interpellation spéciale sur cette question donc, de la sécurité. Donc vous n'avez pas de réponse. Nous discutons là-dessus. Maintenant, lors de l'adoption de la loi, la prorogation sur l'état d'urgence, la question a été débattue. Nous avons passé plusieurs heures à discuter de cette question et maintenant, il appartient au gouvernement d'apporter vous n'avez pas de réponse pour le moment. Les réponses. Ah non, nous avons posé la question, si vous avez suivi, en plénière, et il nous avait été dit, puisque ce jour, c'était la ministre de la Justice qui était là, le ministre de la Sécurité n'était pas là, le ministre de la Défense n'était pas là, et la ministre de la Justice a répondu sur les aspects juridiques, mais elle a dit que pour les autres aspects, il faudrait qu'on s'adresse donc au ministre concerné. Et il a été décidé, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une session spéciale convoquée sur un ordre du jour précis, nous ne pouvons pas sortir de cet ordre du jour. Maintenant, avec le président de l'Assemblée, l'initiative sera prise de pouvoir convoquer les ministres en charge de ces questions. Et ça tombe bien, comme il y a de nouveaux qui seront en charge de cette question, ils seront interpellés pour pouvoir donc répondre au niveau de l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Remaniement ministériel, dernier mot. Remaniement ministériel, je dirais que le député que je suis, la représentation nationale, n'a pas pour vocation d'apprécier les nominations des ministres. La seule appréciation que la représentation nationale fait, c'est constitutionnellement
c'est la nomination du Premier ministre. Et cela a été déjà fait. Le Premier ministre a présenté sa déclaration de politique générale. Il y a eu un vote qui a sanctionné donc la nomination du Premier ministre. Par contre, pour les ministres, ce que la représentation nationale fait, c'est de contrôler leur action. Donc, nous les attendons pour contrôler leur action et nous assurer que la sécurité sera au cœur des actions qui seront développées pour le bien des Burkinabés. C'est assez clair et net. Merci bien, Maître Gilbert Noël-Ouedraogo. Donc, rendez-vous demain à Bobo-Dioulasso, du 1er au 3 juillet, pour les journées de la redevabilité de l'Assemblée nationale. Merci d'être venu. Merci, je vous remercie. Voilà, et c'est la fin de ce journal en même temps que nous clôturons. C'était un journal un peu spécial avec le remaniement ministériel. Il faut retenir que le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité ont été remplacés. Ils sont sortis du gouvernement. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et puis, au revoir. Bonsoir. À demain, 19h30.